Ensuite, nous accueillons Mesdames Nathalie, Hélène et Dominique du SAMSA, SAVS, APF, avec le projet Ça me concerne. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Alicia. Je suis personne accompagnée du SAMSA, SAVS de Cergy depuis novembre 2020. Ça m'aide dans mon quotidien. Je travaille aussi à l'ESAT des Benelux et plus particulièrement dans l'atelier audiovisuel. C'est une spécificité de notre ESAT. J'ai accepté d'être là aujourd'hui et de présenter le projet Ça me concerne avec Isabelle et Charlène parce que l'autodétermination c'est fondamental, c'est la base. Voilà. Bonjour à tous, du coup moi c'est Charlène Hélé, je suis ergothérapeute au SAVS SAMSA depuis environ 10 mois et donc c'est ma première expérience dans le médico-social et aujourd'hui je suis ravie de pouvoir participer à ce colloque sur l'autodétermination qui a, comme je le disais tout à l'heure, changé fondamentalement ma pratique et même d'un point de vue personnel, du coup je pense maintenant appliquer des petites notions au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Isabelle Deligny, je suis chef de service au SAVS SAMSA APF France Handicap de Cergy et je suis aussi copilote du projet Ça me concerne avec François Parmentier que vous avez vu déambuler dans l'année. Je voulais vous donner, moi aussi je suis très contente d'être là, je suis chanceuse de partager cette occasion avec Charlène et Alexia avec qui on s'est quand même pas mal amusé à préparer cette intervention. Deux petites précisions qu'on tenait à vous transmettre avant la présentation en elle-même, c'est que la toute première, c'est que cette présentation, on l'a pensée, réfléchie, montée, tout ce qu'on veut, en trio. C'est donc le fruit d'une co-construction spécialement pour vous aujourd'hui. Voilà. Et vous allez comprendre, j'espère, c'est que la co-construction, c'est vraiment quelque chose qui va tenter toute la philosophie du projet Ça me concerne. La seconde chose à vous dire, c'est que là, devant nous, on est toutes les trois, mais en fait, le projet Ça me concerne, c'est une aventure collective. Une aventure collective qui mène l'ensemble des personnes accompagnées du service, certains proches aidants qui nous ont rejoints ici, les professionnels de l'équipe et l'équipe de direction. Alors pour commencer, juste vous présenter rapidement le contexte du projet Ça me concerne avant d'entrer dans le vif du sujet. En 2021, en début d'année 2021, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a lancé un appel à projet qui visait à promouvoir les pratiques innovantes en matière de participation des personnes concernées et leurs proches aidants à la gouvernance des services. Donc prenons appui finalement sur la dynamique participative qui était à notre service et notre envie de monter aussi des marches sur l'échelle de la participation des personnes. On a dit on va déposer un dossier. Donc on a déposé un projet qui au départ s'appelait Pouvoir d'agir, pouvoir choisir, une boîte à outils au service de l'autodétermination. On a eu la chance de faire partie des 6 lauréats sur le territoire national et le lancement du projet s'est fait en janvier 2022. Pour la gouvernance du projet, d'emblée on a fait le choix de monter un comité de pilotage mixte. Quand on parle de comité de pilotage mixte, chez nous ça veut dire présent, des personnes accompagnées, une proche aidante, des professionnels de l'équipe et l'équipe de direction. Ce comité de pilotage il est souverain, il va décider des priorités, valider ou non les outils, les procédures, les actes de travail. La première décision qu'a pris le comité de pilotage, ça a été celle de renommer ce projet. Pourquoi? Parce que pouvoir d'agir, pouvoir choisir, une boîte à outils au service de l'autodétermination, c'est un peu long dans le quotidien de travail. Et en plus, pour tout vous dire, finalement, ce nom a été donné de façon un peu unilatérale avec le directeur quand on a répondu à l'appel à ce projet. Et donc, on voulait que ça soit porteur de sens pour chacun et que ça soit l'image de tout le projet Ça me concerne. Donc, sur la base des propositions des personnes accompagnées et des professionnels, le comité de pilotage a renommé le projet Ça me concerne. Donc, Ça me concerne, vous comprendrez bien, c'est un petit jeu de mots entre SAMSA, pour le SAM, et SAME. Et puis, il n'y a pas vraiment expliqué le verbe concerné, je pense que tout ça vous pouvez comprendre. Alors, Ça me concerne finalement, c'est mieux comprendre son environnement pour pouvoir agir dessus. Et c'est d'emblée ce qui va faire lien avec l'autodétermination, donc 2 composants qui nous ont
ce matin par François Bernard, l'autorégulation et l'empowerment psychologique. Au travers de ces deux grands axes, il y a plusieurs ateliers qui ont été envisagés. Sur la diapositive entourée de bleu, vous voyez tous les ateliers qui sont encore en cours aujourd'hui. Entourés d'orange, c'est tous ceux qu'on a pu finaliser cette année. Donc on a bien travaillé tous ensemble. Voilà. Tous les ateliers, tous les groupes de travail qu'on a menés, ça a été le fruit d'une co-construction. À chaque fois, ça a été composé de ces mondes-là de personnes accompagnées et de professionnels de l'équipe. L'idée de la co-construction, c'est quand même le croisement finalement des savoirs, d'expérience des personnes accompagnées et le savoir des professionnels. Et du coup, aujourd'hui, on vous propose de faire un petit focus sur deux des ateliers. L'atelier qui s'appelle Nos mots, nos images, et un second atelier qui s'appelle Réalisation du film de présentation du service. Mais d'abord, nous allons vous partager un petit peu le quotidien, notre quotidien, en tout cas à travers le projet Ça me concerne. Et du coup c'est moi qui commence. Parfois, avec l'autodétermination, on ne voit pas ses limites. On a envie de faire, et finalement, quand on se rend compte qu'on ne peut pas faire, on est frustré. Moi, je suis tellement déterminée dans ce que je veux faire qu'il faut que ça aille vite. Et parfois, ça ne va pas assez vite. C'est un frein, mais en même temps, ça renforce l'autodétermination parce que le fait que ça ne se passe pas tout de suite, ça laisse le temps pour se préparer, pour réfléchir et pour bien construire son projet. Le négatif, il est là, c'est sûr. C'est vraiment très dur. Parce que ça se transforme toujours en positif. Quand on tombe, on se relève. Il y a forcément des leçons. Voilà, ça fait partie de la vie. Il y a un impact aussi quand je suis seule, chez moi, dans mon lit. Parfois j'ai peur. Parce que je vais tellement vite et j'ai tellement envie de faire que parfois il y a des contraintes de temps, d'argent aussi, physique aussi. Et ça prend du temps pour trouver des solutions et ça fait peur. On a peur de ne pas y arriver. Et parfois aussi, quand on est autodéterminé, on en oublie, en tout cas moi parfois, je ne fais pas exprès, j'en oublie qu'il y a des gens autour de moi qui peuvent m'aider. Et c'est pas volontaire, mais voilà, j'ai appris à me débrouiller seule. J'ai des parents qui m'ont toujours appris à me débrouiller seule, à faire mes lacets seule, à me dire, non, papa, j'y arrive pas, essaye. Alors oui, j'ai appris à me débrouiller toute seule. Alors, ça peut paraître égoïste, mais c'est comme ça. Mais quand on se rend compte quand on regarde un peu, on ouvre les yeux et on regarde tout le monde qui est autour de soi, et on se rend compte qu'en fait, on va tous dans le même temps. Et on cherche des solutions, et même si on ne les trouve pas tout de suite, on pourra toujours les trouver pour faire plus tard. Et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il faut l'accepter. Et quand je suis rentrée au SAMSA, ça a été un vrai déclic. J'ai retrouvé confiance en moi. Et on me dit, là c'est vous qui décidez quand on vient, où on vient, comment on vient. Et là je me suis dit, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Et avant, j'avais vraiment perdu confiance. Je me disais, on m'a dit que vous n'êtes pas prioritaire. Il y a des cas plus graves que le vôtre. Et moi, j'ai fini par le croire en fait. Du coup, j'avais tout perdu et quand j'ai pris la décision d'entrer au SAMSA,
et que j'ai découvert que c'était moi qui décidais, je me suis dit, ouf, je ne suis pas folle. Et c'est moi qui décide, c'est moi qui dis là, non, c'est pas possible, je fais pas bien, je suis fatiguée, j'ai un rendez-vous, je dois aller à la banque, je dois aller en kiné. Et si on a pris un rendez-vous et qu'il y a quelque chose qui vient changer cette date, et ben on nous dit bah ok, on change la date. Et du coup, c'est plus facile pour moi de dire non. Parce qu'avant, c'était la date, c'est la date, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et du coup, je n'osais pas dire non. Et en fait, j'ai découvert qu'on pouvait dire non et qu'on pouvait dire aussi qu'on était fatigué et qu'on n'était pas à 100%. On a le droit de ne pas être à 100% et on a le droit de le dire. Ça compte. Voilà. C'est dur de passer après. Concrètement, dans le quotidien, s'autodéterminer, moi je le traduirais par prendre son temps. On va prendre son temps en équipe pour réfléchir sur comment laisser la place à la personne de s'autodéterminer dans telle ou telle situation. Avec la personne accompagnée, on va prendre le temps de la laisser s'exprimer, de la laisser réfléchir, de la laisser se questionner et aussi de la laisser se tromper. Et cette prise de temps, elle peut être un petit peu frustrante. Je rejoins Alicia sur ça. Parfois, on a envie que ça aille vite. On a l'impression que ça prend beaucoup trop de temps. Et on a l'impression parfois aussi de stagner. Et on serait tenté de donner nos propres solutions, nos propres idées. Mais dans la finalité, on sait que ce n'est pas forcément les aider. Avec l'autodétermination, je dirais aussi qu'on est dans un vrai partage. On va partager nos connaissances, nos expériences avec les professionnels, avec les personnes accompagnées qui elles-mêmes vont nous partager leurs expériences de vie, leurs connaissances elles-mêmes, de la pathologie. Donc on est vraiment sur un partage assez riche. Et ça va favoriser davantage aussi le partage avec les collègues, où on va se pousser à prendre un petit peu de distance, où on va essayer de voir une situation dans son ensemble et non plus comme mon propre objectif ergo que je dois développer. On est vraiment dans un partage collectif. Et du coup, ça va permettre de partager surtout les responsabilités. C'est plus moi en tant qu'ergo bien sachante qui vais décider des objectifs, des moyens d'agir, de quoi faire et quand faire. Et du coup, on va être vraiment sur une co-responsabilité. On va avoir des décisions qui sont davantage collectives. Et on va essayer de laisser la personne accompagnée être davantage l'auteur de sa vie, non plus un simple acteur. Du coup, c'est un vrai travail d'équipe avec la personne accompagnée, les professionnels, et on essaye aussi d'embarquer avec nous dans l'aventure les aidants et les partenaires. Donc, j'aime bien réutiliser une petite image qu'on utilise dans le service de temps en temps. C'est l'image de la personne accompagnée qui va décider du chemin qu'elle veut prendre. Et quand le chemin il devient un peu sombre, quand le chemin il n'est pas très clair, et ben on va pouvoir s'appuyer des connaissances de chacun et on va pouvoir, avec ces connaissances, éclairer comme une petite lampe torche les obstacles potentiels qui se présentent face à nous. Et du coup, on fait lumière en fait. Et si on avance vers un mur, en tout cas, c'est pas grave, on accompagne dans la limite des petits en danger, bien sûr, mais on accompagne. Et parfois, c'est nécessaire pour continuer d'avancer. Alors pour moi, qui suis chef de service et qui accompagne l'équipe à soutenir l'autodétermination des personnes, ce qui a clairement évolué, c'est vraiment le mode de management. On
ne peut pas attendre des professionnels qui favorisent le pouvoir d'agir et l'empowerment des personnes accompagnées si eux-mêmes sont privés de toute latitude. Donc j'adopte davantage ce qu'on a appelé ce matin aussi un management plutôt coopératif, mais de manière générale, la co-construction, vous verrez, c'est ce qui imprime tout ça me concerne, et c'est aussi valable pour le management. Alors, lorsque je suis interpellée par des professionnels qui viennent toquer à ma porte, Isabelle, j'ai un problème, vous connaissez ça, il y a des chefs de service, Isabelle, il y a telle situation, etc. Ben, ça pourrait être une solution de facilité de donner ma réponse tout de suite. Donner sa solution, ça va vite, mais ça ne favorise pas finalement le soutien de l'autodétermination. Donc, soutenir les professionnels dans l'élaboration de leurs solutions, ça peut nécessiter une temporalité plus longue qu'il faut accepter en tant que manager aussi. Ce que j'ai pu observer depuis le début du projet, c'est vraiment un rééquilibrage des savoirs professionnels et des savoirs d'expérience des personnes qu'on accompagne. Ça n'a pas été si simple que ça parce que pour certains collègues qui sont partis du service, il y a eu une vraie crainte de devenir l'outil d'accompagnement. J'ai aussi pu observer une explosion de la créativité des professionnels de l'équipe qui n'ont pas d'idée pour favoriser la participation des personnes, je les vois, ils sont là-bas. Et j'ai constaté, entendu et même vécu que le soutien à l'autodétermination, pour moi en tout cas, c'est un peu, là c'est ma petite formule à moi, mais un véritable exhausteur de sens pour les pratiques, tant pour les professionnels que pour les managers. Ici, dans cet atelier Nommer nos images, on avait commencé par faire le constat que le jargon professionnel ou que les documents très administratifs, très formels, ne favorisaient pas forcément la compréhension ni l'accompagnement des personnes accompagnées. Elles avaient même parfois du mal à vraiment s'approprier les outils qu'on utilise et du coup un peu du mal à comprendre l'environnement dans lequel on les accompagnait. Donc, ce qu'on a tenté de faire dans cet atelier, c'est de s'appuyer sur des nouveaux outils, des nouveaux tools, des nouvelles procédures qui viennent soutenir l'autodétermination des personnes, d'une part, et qui vont favoriser d'autre part ce rééquilibrage des savoirs professionnels et des savoirs d'expérience dont on parlait tout à l'heure. C'est assez naturellement qu'en fait on s'est tourné vers un document qui, d'emblée, qui paraît être le fil rouge de l'accompagnement des personnes au service, à savoir le projet d'accompagnement. C'est ça qu'on va vous présenter. Ici, vous voyez l'ancien document de projet d'accompagnement individualisé. C'est un tableau assez formaté qui laissait finalement peu de place à la personnalisation. Et moi, ce qui me choque beaucoup sur ce document, c'est l'aspect visuel très peu attractif au final. On a vraiment envie d'ouvrir et on a, ça, je n'ai pas du tout envie de remplir. Attends, Germaine, tu veux dire que c'est pour ça que les documents n'étaient pas remplis en temps et en heure? Alors, il y avait aussi des termes utilisés qui étaient assez symptomatiques, j'ai envie de dire, de ce qu'on a appelé la posture de sachant. Vous pouvez, je ne sais pas si vous voyez là, l'expression avis des professionnels. Donc ça, c'est tip top pour se placer au-dessus des personnes qu'on accompagne. Ouais. En fait, ça nous empêche, nous, de donner notre avis. En fait, ce projet, quand on voit échéance ou quand on voit avis des professionnels, on se dit bah oui, et nous, ça ne nous concerne pas en fait. C'est un document pour les coups. Voilà. Et ensuite, on avait une partie assez classique, encore très vocabulaire, avec objectif, avec un vocabulaire encore ici tiré des démarches du projet, des professionnalités, moyens, intervenants, échéances. Quand on voit le terme échéance, objectif, ça fait peur. On se dit, ouais, il faut réussir avant cette date, et sinon, et après, ça veut dire que je suis périmée si je ne réussis pas après cette date. Ça me fait vraiment penser à une date de péremption. Donc le nouveau document de projet d'accompagnement personnalisé, il a eu pour ambition finalement de permettre à la personne de visualiser la continuité de son parcours au service, de s'appuyer sur ses expériences, qu'elles aient ou non fonctionné pour mieux se connaître, et donc aussi développer des comportements autodéterminés selon les situations qui l'intéressent.
On a eu une réflexion à la fois sur la forme du document, mais aussi sur l'environnement même de la réunion de projet. Qui participe à cette réunion de projet, comment, à quel endroit elle se déroule, tout se décide avec la personne accompagnée. Je vous donne juste un tout petit exemple. On accompagne, parmi les 80 personnes accompagnées du service, une personne qui présente une situation de polyhandicap et donc qui n'oralise pas. Il nous aura fallu attendre sa deuxième réunion de projet finalement pour trouver l'aménagement qui lui permettrait de réellement participer à cette réunion. On est passé sur la première année, la première réunion de projet, à des salles de réunion avec classique, table, chaises, tout le monde autour de la table et les chaises, et puis la personne accompagnée qui était présente quand même, mais à côté de la table, sur un petit coin qu'on avait voulu aménager, avec des petits objets un peu sensoriels, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et finalement, pendant cette réunion, elle était présente, mais elle n'était pas avec nous, elle était à côté de nous. Et donc ça ne nous a pas suffi, on a essayé de monter encore un peu les marches. Et cette année, pour la réunion de projet de cette personne, on a viré toutes les tables, toutes les chaises, on a fait acheter des tapis à notre directeur, des petits poufs, et tout le monde s'est retrouvé au sol avec elle, parce qu'elle préfère être au sol, et ce qui a permis beaucoup d'échanges avec elle en direct. Elle est venue vers nous, elle nous a tiré quand c'était intéressant pour elle, elle nous a fait comprendre à un moment donné que c'était trop long. Alors tout ça pour vous dire que finalement, favoriser la participation ou l'autodétermination des personnes, on parlait d'une autodétermination relative, voilà, ça peut commencer aussi par ça, c'est aménager un espace qui permet à la personne d'être vraiment avec nous. Moi, mon PAF, c'est à l'IVAT. Je suis déjà venue au service parce que j'aime bien. On refait un point sur ce qu'on a fait, sur ce qui a été fait, sur ce que je dois faire. On fait une photo du moment. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Puis, voilà. Et à partir de cette photo, on redéfinit mes besoins, mes envies, mes objectifs, mes souhaits. Et c'est moi qui décide, encore une fois. Le PAP, ça peut aussi se dérouler du coup au domicile des personnes qu'on accompagne, dans son environnement, ou tout simplement là où elle se sent en confiance. Vraiment, on essaye de s'adapter au final à chaque personne. Là, on vous présente simplement ce qu'on a appelé nous la fiche de synthèse. C'est un peu le résumé du projet d'accompagnement global de la personne. Il y a des petits encarts qui sont intéressants, qui permettent de soutenir l'autodétermination de la personne. Celui qui s'appelle « Je me présente aujourd'hui ». Pour nous, c'était important parce que ça permet de travailler l'une des composantes de l'autodétermination qu'on appelle l'autoréalisation. Savoir parler de soi, savoir se présenter sans se résumer uniquement à la situation de handicap. Mettre en valeur aussi les autres rôles sociaux de la personne, c'est pour nous essentiel pour soutenir leur autodétermination. Le projet d'accompagnement, il est axé vraiment sur les envies, les attentes et les besoins que la personne elle-même va repérer. On va ainsi tirer le fil de ses envies et en co-construisant avec elle les étapes par lesquelles elle va devoir passer pour essayer de tendre vers ses envies, vers ses objectifs. Alors ici, on rentre dans le détail de chaque objectif. L'objectif, il est décrit, il est rédigé avec le mot de la personne accompagnée, auquel elle peut associer une photo ou une image. Et c'est d'ailleurs parfois cette image qui permet de formaliser l'objectif de la personne. Elle s'imagine quelque chose, elle n'arrive pas forcément à le verbaliser. C'est l'image qui va donner la force et parfois c'est ce qui permet aussi de trouver le nom qui claque. Et puis donc personnaliser avec une photo, ça permet vraiment l'appropriation de l'objectif par la personne et la personnalisation un peu de la symbolique. Nous, ça nous éclaire aussi beaucoup de notre côté. La base des projets, c'est nous. Si on n'est pas là, on ne peut pas avancer. C'est important que ce soit nos mots et pas celui de la chef de service ou du directeur. Et oui, et il faut du coup laisser le temps aux personnes de poser leurs mots, de nous expliquer leur signification, pour éviter toute interprétation ou de projeter de nouvelles idées. C'est bien que tout le monde entende ce que nous, on dit, et pas seulement le chef de service ou le coordinateur de parcours. Il faut que tout le monde soit d'accord avec ce qui est dit, ce qui est proposé, et surtout, il faut que tout le monde entende la même chose au même moment.
Donc sur ces documents, vous voyez, il y a une petite encart qui s'appelle « Comment », et à travers ce « Comment », c'est l'idée de décrire finalement avec la personne accompagnée les étapes qui lui permettront de tendre vers son objectif. Et du coup, dans ce nouveau document, on n'a plus cette notion d'échéance comme avant. On est davantage sur une trame à suivre plutôt que vraiment un objectif à atteindre. Et une toute petite dernière partie qui s'appelle quels autres soutiens finalement pour atteindre mon objectif. Être autonome, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas tout faire tout seul, c'est savoir identifier finalement les soutiens qui vont permettre à la personne de gagner en autonomie. Et ben, on essaie de travailler ça pendant la réunion de projet. Voilà, 6 mois après la première année de projet, on fait un point d'étape avec la personne. Le chemin parcouru, c'est se rendre compte de ses réussites, des défis qu'il reste à relever encore pour atteindre son objectif, des soutiens qu'on a reçus, encore une fois, des limites aussi, de ses propres limites. Finalement, ça permet à la personne d'apprendre à mieux se comprendre. Et du coup, avant, sur l'ancien document, on avait, comme on disait, l'avis des professionnels. On était sur une vision plutôt unilatérale où seulement le professionnel pouvait donner son avis. Et maintenant, avec les parties, ce qu'en dit l'équipe et ce que j'en dis, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de l'avancée du projet, parfois des freins, des ressentis, mais c'est surtout d'avoir une vision croisée. Du coup, la personne, finalement, au moment de la réunion où on va réviser son projet d'accompagnement avec elle, elle a la possibilité de dire qu'est-ce qu'elle veut faire de son objectif. Soit on le poursuit, tel quel, soit on le range dans une pochette qui s'appelle « Mes expériences passées », parce que ça fait partie du chemin, même si on clôture un objectif. Voilà, donc elle peut choisir de continuer son objectif, elle peut choisir de le renommer, et puis on fait un point d'étape sur comment on va poursuivre sur cet objectif ensemble. Donc à présent, nous allons faire un petit focus sur le projet de présentation du service. En fait, on s'est dit, mais comment on peut agir sur son environnement, celui du SAVS SAMSA, si en fait on ne comprend pas clairement quelles en sont ses missions et concrètement, qu'est-ce que ça peut apporter un service comme celui-là. Donc la création de ce film a été vraiment lancée dans une démarche collective à plus d'un titre. D'abord parce qu'on a encore une fois monté un comité de pilotage mixte. Évidemment, vous savez ce que ça veut dire pour nous, personnes accompagnées, professionnelles, voilà. Et puis, dans ce comité de pilotage, on avait Alissa, qui avait la double casquette de personnes accompagnées et de professionnels de l'ESAT. À l'écran, vous découvrez les membres du comité de pilotage, justement. C'est aussi une démarche collective aussi, parce que par la participation des personnes accompagnées elles-mêmes et des professionnels au tournage du film et de leurs témoignages, voilà, une démarche collective qui s'appuie sur aussi tous les talents et les compétences des uns et des autres dans ce comité de pilotage. On a une dame qui a donné sa voix pour faire un voix, un monsieur qui a écrit un slam pour nous, voilà, avec les compétences aussi audiovisuelles de Alissa, c'est ce qui nous a permis de monter ce projet. Et maintenant, moi, Alissa, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Ça a débuté de la première visite du SAVS chez mes parents. C'est mieux chez mes parents. La conversation a débuté sur un nouveau support de communication à destination des personnes accompagnées, mais aussi de l'extérieur, pour comprendre comment un SAVS SAMSA fonctionne. Et moi, j'ai dit, ça fait tilt dans ma tête, j'ai dit communication audiovisuelle film. Et j'ai dit, nous à l'ESAT, on a un atelier audiovisuel et on peut vous aider. On peut faire un film avec des personnes qui racontent leur parcours, leurs besoins et qui expliquent ce que la mise en place par le service des aides au quotidien apporte dans leur vie. Du coup, à ce moment-là, j'avais donc la double casquette de personnes accompagnées et de pros. Donc j'ai accompagné sur les rendez-vous chez les personnes pour leur expliquer notre démarche de film. J'ai mis en lien l'ESAT et le SAVS avec le moniteur audiovisuel de l'ESAT
J'ai accompagné sur les tournages sur lesquels j'ai réalisé des interviews autour d'une piscine, sur un muret, dans un canapé, enfin voilà, et j'ai pu voir que le SAVS, SAMSA, c'est pas que des bureaux, c'est pas que de l'administratif, ça n'est pas que chef de service, hiérarchie, voilà. Et à ce moment-là, justement, il n'y avait plus de hiérarchie, c'était juste des personnes qui sont ensemble et qui travaillent ensemble pour mieux présenter leurs services et qui mettent en lien leurs compétences. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est de rencontrer différentes personnes, parce qu'il faut savoir que nous, au service, on n'est pas dans des tremplins, dans des structures, dans des chambres. On a chacun notre vie. Il y en a qui sont chez les parents, il y en a qui sont seuls. C'est différent. Donc on n'a pas l'occasion tout le temps de se rencontrer tous en même temps. Et ce film aussi, ça a permis de rencontrer et les personnes accompagnées et les professionnels. Et on m'a laissé la liberté d'exprimer mes compétences professionnelles et surtout au niveau technique, montage du film à proprement dit, je disais mais non, mais là ça c'est pas possible. On me disait pas ah bah non, vous faites comme ça, on a décidé comme ça, c'est vous le client et vous n'avez pas le choix. On me disait bon bah ok, on va réfléchir. Et puis souvent, on me disait ah bah oui, faites comme ça, vous avez raison. Alors ben, c'est bon pour la confiance. Et plus on nous fait confiance, plus on est autodéterminé et plus on avance. Alors en fait, on va diffuser le film en question, comme ça sera plus concret. Si ça marche. Pour que le SAVS SAMSA m'accompagne, je dois habiter dans le Val d'Oise, avoir un handicap moteur, avoir plus de 18 ans, avoir une notification de la MDPH. Au début de l'accompagnement, je dis mes besoins et mes envies. Par exemple, trouver une activité qui me plaît, remplir mes papiers, avoir un logement adapté à mes besoins, avoir des soins adaptés à ma santé, pouvoir me déplacer plus facilement. Le SAVS SAMSA m'accompagne dans mes projets. Je rencontre les professionnels chez moi, dans leur bureau ou à l'extérieur. Je peux participer au temps collectif du service. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 52 ans, je suis handicapé depuis 17 ans maintenant. Le fait de demander de l'aide à un service d'aide à domicile, ça a été quelque chose de très compliqué pour moi. Ils ont réussi à me faire comprendre que ça améliorerait beaucoup la qualité de vie de la famille. Madame a des difficultés orales pour s'exprimer, donc elle utilise son téléphone. Dans ce cas-là, le téléphone, c'est un vrai plus parce que ça prend tout son sens, c'est un outil de communication. Donc pour madame, c'est une angoisse en moins. Vous voulez accueillir un handi-chien. Voilà. Pour vous aider dans votre quotidien. Voilà. Les handi-chiens en fait sont dressés pour aider les personnes en difficulté. J'ai bientôt 65 ans et je suis en fauteuil depuis l'âge de cinquantaine, donc pratiquement 7 ans.
Je voulais retrouver ma capacité de préparer le repas. Ce qui pour moi était une chose importante. J'ai repris la capacité d'éplucher tous les légumes. On a fait des classeurs et chaque chose à sa place. Comme ça, le DF, etc., les loyers, voilà, au moins tout est classé, propre et moi je peux m'organiser à avoir plus rapidement les papiers sans chercher. J'ai 59 ans et j'ai eu 2 enfants et ma sclérose en plaques est arrivée après l'accouchement de mon deuxième garçon. Je suis chez vous, chez la SAMSA depuis 2019. L'assistante sociale m'a aidée pour les papiers. La SAMSA pourrait m'apporter un plus au niveau de la communication et l'organisation. Je n'hésite pas à parler vers les gens, aller vers les gens. Et j'aimerais bien me marier. Aujourd'hui, j'ai un iPhone adapté à plusieurs applications. Et donc je donne mes petits trucs que je mets sur WhatsApp. Voilà. Bonjour Alicia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 35 ans, ça fait 1 an que je suis au SAVS. Est-ce que tu peux nous dire ce que le service met en place pour toi et ce qui a changé dans ton quotidien? Là, on va mettre en place la livraison des courses avec une application sur mon téléphone qui va me permettre de faire comme un drive et des personnes viendront me livrer à domicile. J'étais pompier à Paris. Après, j'ai dû arrêter de travailler à cause de ma pathologie par la MDPH qui m'a dirigé vers le SAMSA. Monsieur Aïtsaïdi va communiquer avec vous par le biais soit de sa commande oculaire ou soit de son tableau pour lequel il a un laser placé du côté de son œil qui lui permet de pointer les lettres sur le tableau. Pour ce qui est de la commande oculaire, c'est directement dans l'écran que vous pouvez voir. On n'a pas ce rôle de soins pur, c'est-à-dire d'actes techniques sur des personnes accompagnées. On est vraiment sur justement l'accompagnement de la personne et la coordination entre tous les partenaires visant au bien-être de cette personne. Notre travail à toutes les deux, en fait, de 2 manières un peu différentes et complémentaires, c'est de permettre aux personnes de mieux se connaître. Avec les outils qui sont spécifiques à chacune. Moi, je travaille surtout autour de la parole, où je propose des espaces d'expression pour les personnes, où elles peuvent s'exprimer librement sur qui elles sont, là où elles en sont dans leur parcours et quels sont leurs projets pour l'avenir. Moi, j'ai plutôt un rôle d'évaluation, du coup, de ce qu'on appelle les fonctions cognitives, donc tout ce qui est la mémoire, les capacités d'attention, etc., pour permettre à la personne de bien comprendre son fonctionnement cognitif global. Et en fonction des points forts et des points faibles, on va essayer de trouver des solutions les plus adaptées possibles au quotidien de la personne. C'est à moi de faire les demandes, de présenter ce dont j'ai besoin. J'aurais fait la réponse, je leur ai dit, donc si c'est possible, vous le faites. Par contre, si c'est pas possible, vous me dites comment faire pour m'en passer. Qui reprenait un peu un sketch de Coluche, quoi. Et ils m'ont dit que j'étais dans le vrai, là, voilà. Quand on est dans le soin ou dans les différents métiers, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble. Ça s'appelle accompagner, voilà. Et en fait, toute cette équipe pluridisciplinaire fait le lien avec la sphère médicale, ce qui, moi, me rend énormément service parce que j'ai beaucoup de mal à aller discuter avec les médecins. Au début, je ne savais pas réagir. Ils m'ont motivé. Avec les proches de la personne, soit pour les soutenir eux dans l'aide qu'ils apportent au quotidien, soit pour permettre à la personne de s'exprimer
et voilà, de pouvoir dire ce qu'elle a à dire à ses proches aussi. Et puis de faire en sorte que la famille trouve en tout cas un équilibre qui convient à tout le monde. Et de sensibiliser aussi les proches de la personne, que ce soit la famille ou même les auxiliaires de vie qui les accompagnent au quotidien sur la maladie et les retentissements qu'elle va avoir d'un point de vue comportemental, émotionnel, cognitif, etc. J'ai fait appel au SAMSA dans un premier temps pour m'aider, puisque avec la crise sanitaire, j'étais dépassée. Il m'a soulagée, il a permis à ce que ce soit dans le foyer plus épanoui. Le SAMSA, dès qu'il est rentré dans nos vies, il fait partie de la famille. Le handicap, tout le monde peut y être soumis. Une personne handicapée, c'est un être humain. Et on a tous besoin d'aide, qu'on soit valide ou handicapé. Un handicapé peut parfois apporter une aide à un valide, parce que c'est pas parce qu'on est valide qu'on est forcément tout à fait au top, et la réciproque est vraie aussi. L'issue n'est pas acquise, et ça dépend beaucoup de soi-même. Puis il faut se battre dans la vie. C'est une satisfaction aussi bien de pouvoir voir que les personnes qu'on accompagne avancent, progressent et prennent aussi soin d'eux et confiance en eux. On est dans le train en fait parce que là avec le SAVS, je suis en train de travailler l'autonomie dans les transports en commun. Et puis moi j'aime bien bouger. Alisa, tu fais partie de l'atelier audiovisuel. On est amené souvent à se déplacer. Donc voilà pourquoi on est dans le train. On se rend compte que les personnes ont beaucoup de ressources qu'on n'imagine pas et qu'il y a une inventivité des personnes pour avancer en fait, avec les difficultés et puis pour aborder autrement la vie quotidienne d'une manière que nous, on ne s'imaginerait pas forcément. On n'est pas considéré comme une personne handicapée. On m'a demandé de faire un texte. En fait, le slam, c'est entre le rap et de la poésie, vous voyez. Si tu as un message à faire passer aux gens qui vont voir ce film, c'est quoi ? Mon message, ce serait qu'il faut croire en ses projets et il faut croire en soi, ne prendre que le positif et foncer. Mesdames, Messieurs, ce récit que je vous présente vit l'évasion à travers mon slam. L'inspiration vient dans le calme, à l'idée de partager dans une salle entourée de mes fans. Curieux et passionné, j'ai l'espoir de pouvoir marcher avec une canne. C'est grâce à l'aide de SAMSA qui m'ont aidé à remplir un sac de joie. À mon tour de les remercier, en dédiant ma voix. Merci SAMSA. Un dernier mot pour conclure. Au final, c'est tout le projet, ça me concerne, qui est une expérience apprenante et qui va s'enrichir et qui se nourrit grâce aux personnes accompagnées, aux proches aidants, aux professionnels et du coup aussi aux partenaires. Et l'auto-bien, en fait, c'est tout le monde, qu'on soit handi ou valide. Je rajouterais qu'il ne faut jamais baisser les bras, qu'il faut toujours croire en ses rêves, quoi qu'on vous dise, quoi qu'on en pense, il faut soi-même tracer son chemin. Il ne faut pas oublier les autres, mais voilà, il faut prendre la décision soi-même. Ne laissez jamais personne décider de votre vie à votre place.
petit dessin peut-être, ou deux, de la part de Pavo. Et oui, le petit dessin, un premier dessin qui met en scène Alicia. Voilà, non, il y a un autre truc qui m'a vachement intéressé depuis ce matin, d'ailleurs, si vous parlez souvent du projet individualisé, de ce qu'il peut avoir de maltraitant, ça m'a donné une petite idée. On aurait dû le sentir venir, Merci, à tout à l'heure.